Bonjour à tous, donc là nous allons démarrer une partie sur la paroi des cellules bactériennes et cette première partie va concerner le rôle de la paroi des cellules bactériennes. Alors cette paroi peut être mise en évidence par une coloration complexe que l'on a vu déjà en travaux pratiques qui est la coloration de Gram. Alors cette coloration de Gram va permettre de faire de la taxonomie bactérienne et donc de séparer les eubactéries en deux grands groupes, les bactéries à Gram positifs qui apparaissent violettes après la coloration et les bactéries à Gram négatives qui apparaissent roses après coloration. Alors il y a certaines eubactéries qui ne peuvent pas être colorées par ces colorants car elles ont une paroi un peu particulière qui les rend imperméables à ces colorants. Et ce sont les mycobactéries, on en parlera un petit peu plus tard. Alors cette paroi bactérienne représente 20% du poids sec de la cellule. Alors voici une petite expérience très simple qui permet de mettre en évidence déjà les rôles de cette paroi. Donc on part tout d'abord d'une bactérie à Gram positif, par exemple on prend Bacillus, et un bacille à Gram positif, et on le met dans un milieu qui contient de la pénicilline. Alors la pénicilline est un antibiotique qui va inhiber la synthèse de la paroi. Donc la bactérie n'aura donc plus de paroi et va s'arrondir, va former un protoplaste. Ce protoplaste, on va ensuite le transférer dans un milieu hypotonique, c'est-à-dire un milieu qui a une concentration beaucoup plus faible en soluté que l'intérieur du protoplaste, de la cellule. Il va donc y avoir des mouvements d'eau. Ces mouvements d'eau vont donc aller de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. Le protoplasme va gonfler, il va y avoir une très forte turgescence, puis il va être lysé. Donc là, on met en évidence quand même deux rôles de la paroi. Le rôle, tout d'abord ici, la cellule s'arrondit, donc la paroi permet de garder la forme de la bactérie. Et puis ici, à ce niveau-là, quand la pression osmotique est trop forte, il y a lyse de la bactérie. Donc la paroi permet également de résister à une très forte pression osmotique. Alors pour pouvoir approfondir ces deux notions, je vous propose donc un petit exercice qui est le suivant. Donc on centrifuge 25 ml d'une culture de Bacillus megatherium prélevée en fin de phase exponentielle de croissance. Le culot de centrifugation est remis en suspension dans 20 ml de tampon phosphate à pH 7,2. Ça permet de laver les cellules bactériennes. On centrifuge de nouveau et on recommence 2 fois le lavage. On remet le culot de cellules bactériennes en suspension dans 2,5 ml de tampon phosphate, toujours à pH 7,2. Alors on fait deux expériences. Tout d'abord, on prend 1 ml de cette suspension cellulaire et on ajoute 1 ml de solution de saccharose à 2 mol par litre. Ça, ce sera le tube 1. Solution de saccharose, c'est une solution qui va être hypertonique par rapport au milieu intérieur de la bactérie. Deuxième expérience, on va prendre 1 ml toujours de cette même suspension cellulaire, on va ajouter 1 ml d'eau distillée. Donc là, on va avoir un milieu qui est plutôt hypotonique par rapport à l'intérieur de la bactérie. Alors les résultats obtenus sont les suivants. Alors nous avons ici le tube 1 dans lequel nous avons mis les bactéries dans une solution de saccharose, et là le tube 2 dans lequel nous avons mis des bactéries dans de l'eau distillée. Alors qu'est-ce qu'on remarque au niveau du tube 1 et au niveau du tube 2? Première question, comparer les résultats des deux observations microscopiques. Alors tout d'abord, dans ce tube 1, ce que l'on observe, c'est que la membrane se rétracte et se détache de la paroi, qui elle par contre reste en place. Cette paroi ici est rigide et là on a bien la membrane qui se détache. Donc là on va parler de plasmolyse, c'est-à-dire que l'eau ici passe du milieu intérieur de la bactérie vers le milieu extérieur, parce que le milieu intérieur ici est hypotonique par rapport au milieu extérieur qui est une concentration très forte en saccharose.
Dans cette deuxième expérience, on va avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire que l'intérieur de la bactérie est très concentré en soluté, contrairement à l'eau distillée. D'accord ? Donc l'eau, ici, les mouvements d'eau vont plutôt aller du milieu extérieur vers l'intérieur de la bactérie, et donc on va avoir plutôt la membrane qui va se coller ici à la paroi. Il va donc y avoir turgescence. La cellule ne va pas éclater parce qu'il y a cette paroi qui est très rigide et qui la protège justement de cette forte pression. Alors ensuite, on ajoute à ces deux suspensions, donc le tube 1 et le tube 2, 0,2 ml de lysosine, et on examine au microscope optique avec l'objectif à immersion les deux suspensions après 3 temps différents, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, en incubant le tout, bien sûr, à 37 degrés. Donc, première question, que deviennent les cellules bactériennes dans les tubes 1 et dans les tubes 2 ? Dans le tube 1, ce que l'on remarque ici, c'est qu'au cours du temps, les cellules, ici, s'arrondissent. Voilà, donc on est parti d'une bactérie à gramme positif, c'était Bacillus. Elle s'est arrondie, donc là on obtient ce qu'on appelle des protoplastes. Dans la deuxième expérience, ici, donc je vous rappelle, on avait un milieu dans lequel on avait mis des bactéries dans de l'eau distillée. Ici, ce que l'on remarque, c'est que au fur et à mesure que les minutes passent, les bactéries sont lysées. On nous demande ensuite de préciser le rôle du lysosyme. Là, on remarque que les cellules s'arrondissent. Donc manifestement, il n'y a plus de paroi, comme on avait au début, qui permet de maintenir la forme de la bactérie. Ici, on remarque qu'au cours du temps, les bactéries sont lysées, donc il ne doit plus y avoir de paroi non plus permettant de résister à la pression osmotique. Donc le lysosyme, en fait, est certainement une enzyme pariétolytique qui dégrade en fait le peptidoglycane. Et on verra plus tard effectivement que le lysosyme dégrade les liaisons bêta-1-catosidiques présentes dans le peptidoglycane. On nous demande ensuite d'interpréter les observations microscopiques en fonction des conditions expérimentales qui ont été imposées dans les tubes 1 et 2. Donc dans le tube 1, je vous rappelle, on avait des bactéries qui ont été placées dans un milieu contenant du saccharose. Ce que l'on remarque au cours du temps, donc, c'est que les cellules s'arrondissent. Par contre, elles ne sont pas lysées. Donc, il doit certainement s'établir un équilibre entre la concentration en saccharose que vous avez à l'extérieur des cellules et la concentration intracellulaire. Donc, il y a un équilibre qui se crée et donc il n'y a pas de lyse des cellules. Dans la deuxième expérience où on a mis des bactéries dans de l'eau distillée, et bien là, quand la paroi disparaît, l'eau, même quand la paroi est présente, l'eau rentre dans les cellules, mais il n'y a plus de paroi pour protéger ces cellules de la pression osmotique. Donc, elles vont être lysées, elles vont éclater. On nous demande ensuite pourquoi les mycoplasmes ne sont pas sensibles au lysosyme. Les mycoplasmes, on a déjà vu que c'était des bactéries sans paroi. Comme elles n'ont pas de paroi, le lysosyme ne peut pas agir sur la paroi étant donné qu'elle n'existe pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre quels sont les rôles de la paroi chez les bactéries. Puis suivra une autre petite vidéo sur la composition justement de cette paroi. À bientôt!